Bonjour, notre intervention intitulée L'apport des sciences sociales humaines et de la philosophie. La philosophie des sciences sociales traite des questions suivantes. Quel rapport l'individu entretient-il avec la société dans laquelle il vit? Quelles sont les différentes structures qui façonnent notre vie en société? Comment ces structures peuvent-elles être améliorées? Les sciences naturelles regroupent différents domaines scientifiques tels que la physique, la chimie, la biologie et la géologie. Les sciences sociales réunissaient quant à elles le domaine de la sociologie, des sciences politiques, de l'ethnologie et de la communication. Les sciences humaines rassemblaient les disciplines telles que la linguistique, l'anthropologie, la littérature, l'archéologie, l'histoire, les études religieuses, la pédagogie, l'étude des arts et de la muséologie ou la musicologie. À quoi sert de faire cette distinction? Comment peut-on l'expliquer? Si l'on considère le nom de ces trois types de sciences, on pourrait penser que ces catégories nous permettaient de distinguer les différents sujets traités au domaine de recherche distincts. Ainsi, tandis que les sciences naturelles étudieraient la nature en sens large, les sciences sociales se consacreraient au domaine purement social et les sciences humaines s'intéresseraient à tout ce qui touche à l'être humain et à son esprit. Or, il semblerait que certaines de ces sciences ne puissent être attribuées de manière indéniable à l'une ou à l'autre de ces trois catégories. La psychologie, par exemple, est une science qui étudie principalement l'être humain et son esprit, mais qui fait toutefois partie de la catégorie des sciences naturelles. De même, il existe des programmes de recherche en biologie, une des sciences naturelles par excellence, qui s'intéresse au comportement des animaux et des êtres humains. Les sciences sont-elles alors toutes égales indépendamment de leur sujet au domaine de recherche? On pourrait également expliquer ces différentes catégories à partir des méthodes utilisées au sein de sciences particulières. La question est alors de savoir si les méthodes utilisées sont dans le domaine des sciences naturelles se distinguent catégoriquement de celles utilisées par les sciences humaines et sociales. On part souvent du principe que sciences naturelles, sciences sociales procédaient de manière empirique. Les sources dites empiriques récoltées en effet des données concrètes dans le but d'établir ensuite des lois au rapport d'interdépendance. Les expériences constituaient ainsi la base des sciences empiriques dans la mesure où elles leur permettaient de vérifier et de réfuter leurs prédictions et hypothèses. Quelle méthode utilisaient alors les sciences humaines? L'une des méthodes les plus utilisées par les sciences humaines est l'herméneutique, qui est l'art de l'interprétation. Le but de la méthode herméneutique n'est pas d'expliquer des phénomènes à l'aide de lois ou de rapports d'interpondance, mais de comprendre les actes de langage, les symboles et les textes en saisissant le sens. La méthode des sciences humaines est-elle égale à celle utilisée par les sciences empiriques? L'herméneutique constitue-t-elle la méthode principale des sciences humaines ou en existe-t-il encore d'autres? Et si oui, lesquels? Les résultats de ces sciences humaines sont-ils objectifs au même titre que ceux des sciences naturelles? Toutes ces questions constituent le domaine de la philosophie des sciences humaines qui tente de définir et d'expliquer la nature des sciences humaines. Les sciences sociales, et en particulier la sociologie, constituent des sciences indéniablement empiriques. Or, si l'on compare les sciences naturelles avec les sciences sociales, force est de constater que les sciences naturelles obtiennent de bien meilleurs résultats que les sciences sociales. La question est alors de savoir si cet échec des sciences sociales est dû à un manque d'assiduité de la part
de chercher au moment de la récolte de données ou des expériences à proprement parler, ou s'il existe tout de même une différence fondamentale entre les sciences sociales et les sciences naturelles. Une des différences essentielles se situe au niveau de l'objet de recherche. En effet, contrairement à des pierres, des produits chimiques et des électrons, les êtres rationnels disposés d'un libre arbitre. Afin d'étudier le domaine social le plus précisément possible, les sciences sociales doivent donc trouver des termes, des concepts et des théories appropriés à leur sujet de recherche, de même que la philosophie des sciences humaines, la philosophie des sciences sociales, traite de la nature des sciences sociales. Elle étudie les questions suivantes. Les lois des sciences sociales sont-elles identiques aux lois de la physique ou de la chimie? Existe-t-il quelque chose qui corresponde à des lois sociales scientifiques qui se distinguer de lois dites naturelles? De quels termes et concepts les sciences sociales ont-elles besoin pour leur recherche? Quels processus les sciences sociales doivent-elles respecter afin d'obtenir le meilleur résultat possible? On peut approfondir la philosophie des sciences sociales humaines comme un terme générique pour la philosophie des sciences en général. De même qu'il existe une philosophie de la physique et de la chimie, il existe également une philosophie de l'histoire et de l'anthropologie. Une philosophie de la science est généralement une tentative de définir et d'expliquer la science en question. Il s'agit notamment de demander en quoi une science se distingue-t-elle d'autres sciences, en quoi une science peut-elle être considérée comme une science, quelle méthode utilise cette science, le résultat de cette science sont-ils objectifs ou généreux, la philosophie une science. Avant de répondre à la question que pose le titre, il faudrait au préalable s'assurer que la philosophie appartienne bien aux sciences humaines. On ne veut évidemment pas dire par là que la philosophie soit une science inhumaine. Elle est combien humaine, trop humaine, aurait ajouté Nietzsche, celui qui philosophie à coups de marteau. Mais c'est le marteau du médecin qu'il s'agit. Et puis sauvons-nous que l'expression faire ses humanités signifiait à l'époque s'initier à la philosophie des anciens grecs et romains. Ce n'est donc pas sur le mot du même qu'on s'interroge, mais c'est sur celui de science. La philosophie est-elle une science? Voilà une question difficile. Cela étant, on pourrait poser la même question pour la médecine ou le soin. Bien qu'on parle de sciences médicales, ces disciplines ne sont-elles pas plus des arts, en latin ars, comme des domaines dans lesquels les facultés créatrices s'exprimaient que véritablement des sciences? Il faut dire qu'à l'origine, la philosophie n'est qu'une science. Mais la science, puisqu'elle est recherche de la vérité, mais la science de l'époque était essentiellement contemplative, peu explicative, et encore moins opérationnelle. Comme estimé, la science était du voilement à l'étillage du monde naturel. Elle s'intéresse aux objets naturels éternels et n'avait pas de fin utilitaire. Débouchant sur des certitudes théoriques, elle part de réalités particulières vers des abstractions générales. La science n'était pas, comme aujourd'hui, technosciences ou sciences pratiques. Pour revenir à notre époque, on ne suit pas certain que la philosophie réponde aux critères de scientificité tels que l'épistémologie. L'épistémologue Karl Popper l'a défini avec sa notion de réfutabilité. Les affirmations d'une science doivent pouvoir être réfutées, notamment par l'expérimentation, ce qui n'est pas vraiment le cas pour la philosophie, notamment pour la métaphysique ou l'ontologie qui constitue traditionnellement le cœur de la discipline. De surcroît, la science a priori progresse. Je ne pense pas
qu'il en soit ainsi de la philosophie. Pour le dire avec peu d'humour, je ne pense que euh, Michel Onfray pour être neutre, constituer un progrès en philosophie par rapport à Aristote ou Kant. Toujours pour être neutre. Pour le dire encore autrement, on n'apprend pas la philosophie, mais seulement à philosopher. Elle ne relève pas pour autant une forme de spontanéité, puisqu'il s'agit moins de dire ce qu'on pense que de penser ce qu'on dit. Plus précisément, la philosophie ne sert pas à nous faire voir l'invisibilité du visible, à l'image de la lettre volée d'Edgar Poe. Il s'agit d'arriver à voir ce que nous crève les yeux, comme l'affirme Michel Foucault. Le rôle du philosophe est de faire apparaître ce qui est si proche, ce qui est si immédiat, ce qui est si intimement lié à nous-mêmes qu'à cause de cela, nous ne le voyons pas. Nous sommes ici aux sources d'un courant philosophique très investi en recherche en soi. La philologie, nous aborderons plus en détail à la fin cette approche. Certes, il y a toujours eu des philosophes scientifiques, ou plutôt savants, je pense à Spinoza ou Pascal, mais aujourd'hui, aucun philosophe ne pourrait détenir l'ensemble des connaissances, d'autant que le scientifique d'aujourd'hui ne se disait plus savant mais chercheur. Or, je ne pense que cette désignation soit pertinente en philosophie, de moins au sens scientifique d'aujourd'hui. Même si je sais que cette affirmation ne ferait pas l'unanimité, surtout le philosophe. Il reste certes un domaine de la philosophie qui s'intéresse aux sciences, comme philosophie des sciences ou épistémologie, mais ici le regard se veut surplombant, puisqu'il s'agit de réfléchir aux conditions dans lesquelles les sciences se développaient. Créer des concepts au art de vivre, la philosophie. Au fond, on pourrait poser la question philosophique par excellence à la philosophie. C'est celle de qu'est-ce qu'un philosophe contemporain a proposé une réponse à cette question. Il s'agit de Jules Deleuze. Selon lui, la philosophie n'est pas seulement comme le vaudrait Platon une contemplation, ni comme Descartes le prétendent une réflexion. Elle est d'abord une production de quelque chose de particulier qui a pour nom concept. Ainsi, selon Jules Deleuze, le philosophe, c'est quelqu'un qui crée des concepts. La philosophie devient de lors une discipline aussi créatrice, aussi inventive que bien d'autres disciplines. Il ne faut cependant jamais oublier qu'un concept, ça n'existe pas tout fait. On ne le trouve pas dans une espèce de ciel étoilé où il attendrait patiemment qu'un philosophe les saisisse. Non, le concept, il faut le créer, puis ensuite le faire vivre. Certes, souvent, ils peuvent nous sembler abstraits, mais en apparence seulement. Car si l'on cherche à comprendre la raison de leur création, on se rend compte que chaque concept cherche à répondre à un problème bien précis. Une fois que l'on a compris à quel problème il répond, tout devient beaucoup plus clair, plus concret et passionnant. Un concept en même temps qu'il écrit et répond en effet à un problème qui le sous-tend. La seule condition pour qu'un concept existe, donc qu'il ait une nécessité qu'il répondre à des vrais problèmes. Celui qui empêche à la pensée d'être une simple opinion, un simple avis, un bavardage dans ces conditions, faire de la philosophie, c'est constituer des problèmes qui ont un sens. Pour nous autres acteurs de soins, il s'agit en pratique moins de les créer que de savoir les faire revivre, c'est-à-dire leur donner de nouveaux problèmes. En effet, créés en d'autres temps par de grands auteurs, parfois très anciens, ils gardaient étonnamment un pouvoir explicatif, souvent intact, qu'il nous revient de trouver. Ils nous font alors avancer dans la compréhension.
des problèmes de notre époque au travers de concepts philosophiques conçus parfois en d'autres temps. Mais cette vision de la philosophie est-elle valable pour toute la philosophie? Ce n'est pas certain car de grands philosophes n'ont pas vraiment créé de concepts. Je pense par exemple à Montaigne. Or, qui pourrait nier que l'auteur des essais ne soit pas un philosophe et même un des plus grands? Il y aurait donc une autre philosophie, celle qui relevait d'une forme d'art de vivre, de sagesse. Ce sont les grandes écoles philosophiques de l'Antiquité grecque ou latine, notamment les stoïciens. Je suis de l'école de Portique ou les épicuriens appartenant à celle de Jardin. Il s'agissait alors de vivre en philosophie. Des philosophes récents se sont réclamés de cette conception de la philosophie. Je pense à Pierre Hadot, la philosophie comme art de vivre, ou le dernier Michel Foucault qui parlait d'une sculpture de soi. Dans ce cas, il s'agit non pas de créer du système de pensée comme chez Hegel ou Kant, mais de vivre en philosophie. De ce point de vue, un professeur de philosophie n'est pas plus philosophe qu'un professeur d'anglais n'est anglais. Retour à Socrate. Reste enfin à se rapporter à celui qui est considéré par les philosophes un peu comme leur saint patron, Socrate. Cette référence est d'autant plus vue que comme ami de la sagesse, c'est-à-dire philosophe. Socrate se considérait lui-même en un certain sens comme soignant. Selon lui, la philosophie ne relève en effet rien moins de son soin de l'âme, à l'instar de sa mère, Phinarète, qui, comme sage-femme, accouchait le corps. Socrate considérait qu'il pratiquait lui aussi l'art de la maïeutique. Toutefois, à la différence de sa mère, ce sont des hommes qui Socrate se propose d'accoucher et de prendre soin. Reprenons donc à notre compte la méthode socratique que nous connaissons grâce au célèbre dialogue que Platon, son disciple et élève, a mis en scène dans de nombreux ouvrages. Socrate y apparaît comme une sorte d'enquêteur qui s'attache à questionner sans cesse ses concitoyens à Athènes, profitant de la moindre occasion, il les interrompt dans leur occupation et leur pose des questions apparemment anodines. Ainsi, au juge, il demande ce qu'est la justice, aux soldats le courage, aux sculpteurs le beau, aux médecins la santé, à l'homme politique le pouvoir. À chaque fois, leur réponse confuse ne les satisfait pas totalement. La, la conclusion est claire, ceux qui sont considérés comme des spécialistes, des experts, n'arrivaient pas à spécifier l'objet même de leur activité. Le recours d'ailleurs avec cependant moins de sympathie à la même méthode avec ses plus farouches adversaires comme qui sont les sophistes. Ces derniers le comparant alors à un poisson torpille, à un taillon, ou encore à donner des leçons. Protagoras à Minon ou à Gorgias, célèbre sophiste, il demande ce qui est la vertu, le bonheur ou le bien. Poussés par ces questions faussement naïves dans leur dernier retranchement, nos sophistes, en arrivant à se contredire, ils sont finalement incapables de définir précisément ce qui devrait constituer pour autant l'objet même de leur discours. Socrate montre que leurs réponses, si on est attentif, sont souvent approximatives, confuses, alambiquées, mais en réalité peu convaincantes. Ils apparaissaient alors comme des ignorants qui ignoraient, contrairement à lui qui sait qu'il ne sait pas. Inspirons-nous de Socrate, non pas de celui qui veut confondre ses ennemis, le sophiste, mais celui qui cherche simplement à comprendre le discours de ses concitoyens. Rendons-nous alors à l'hôpital et demandons aux médecins, aux
chirurgien à l'infirmière, au psychologue, c'est que pour eux le soin. Allons aussi auprès de ceux aides-soignants et auxiliaires de vie qui accompagnent au quotidien le personnel âgé, handicapé, domicile ou institution, posons leur la même question. Enfin, faisons même de même pour des personnes qui ne sont pas des professionnels de soins, mais qui, comme aidant s'occuper, sont repris de leurs proches âgés, handicapés ou en fin de vie. Chacun nous apportera alors sa vision de soins qui relèvera d'une approche et d'une pratique particulière. Comme Socrate interrogea Minon sur ce qu'est la vérité, nous aurons alors un bonheur singulier puisque ce n'est pas de soins que nous aurons la connaissance, mais de multitude de soins, ou plutôt de pratiques de soins. Or, la mission de la philosophie depuis Socrate est au-delà des différences d'arriver à faire apparaître ce qui crée l'unité de la chose étudiée. Socrate répond ainsi à Ménon. De même, au sujet de vertu, quelque nombreux et divers qu'elles soient, telles ont toutes un caractère commun qui fait qu'elles sont de vertu. C'est sur ces caractères qu'il convient d'avoir les yeux pour répondre à l'action et montrer en quoi consiste la vertu. Pour ma part, pour notre part, on essaie modestement d'appliquer cette méthode socratique pour attaché à définir le soin, ce qui fait qu'un soin au-delà des spécificités est fondamentalement un soin. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que chacun, professionnel ou non, s'accorde spontanément pour qualifier sa pratique de soin? Henri Bergson écrivait en ce sens: en ce point est quelque chose de simple, d'infiniment simple et d'aussi extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire. Pour ma part, ce point que j'essaie depuis près de 20 ans à dire et que j'arriverai donc à véritablement dire porte le nom de soi. Pour autant, la philosophie peut être aussi pratique et proposée à l'instar de Socrate avec la maïétique et de Descartes avec le doute méthodologique. Une méthodologie pour terminer, on souhaite donc présenter très rapidement deux méthodes et de philosophie qui peuvent être utilisées en soins. On retrouve par exemple chez un philosophe comme Paul Ricoeur la phénoménologie et l'herméneutique. Premier exemple, la phénoménologie. La phénoménologie est l'étude descriptive des phénomènes tels qu'ils se manifestent dans le temps et de l'espace. Il désigne aussi le mouvement philosophique s'inspirant de cette méthode. Être phénoménologue ne consiste pas à adhérer à une doctrine, mais à apprendre à voir en se laissant guider par le monde lui-même. Il s'agit de se retourner aux manifestations même du monde en étant capable de s'abstraire de toutes les représentations préalables, notamment scientifiques. Le phénoménologue va opérer une réduction aux choses elles-mêmes en adaptant une attitude et une méthodologie nouvelle marquée par une époque suspension du jugement. Développée par Husserl, elle vise à fonder la philosophie comme une science rigoureuse de ce qui apparaît. Plusieurs phénoménologues de différentes tendances lui ont succédé: Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, Michel Henry. La réduction phénoménologique veut saisir le monde dans sa réalité immanente à la conscience, décrire ce qui m'apparaît. L'entreprise scientifique consiste à décrire les éléments qui constituent l'expérience humaine et d'en faire émerger les sens. Toutefois, la préconception des phénomènes étudiés ne doit pas venir baiser la compréhension de l'expérience vécue par les participants. Husserl préconise une mise entre parenthèses des préconceptions de chercheurs tant dans la phase de recueil de données qu'au moment de leur analyse. Cette méthodologie
est particulièrement adapté pour étudier des phénomènes complexes qui occupaient une place centrale dans la pratique des soins. Les travaux philosophiques ont favorisé l'introduction de cette méthodologie dans la discipline médicale au début des années 80. Second exemple, l'herméneutique. Une phénoménologie, notamment avec Heidegger, va devenir rapidement interprétative. C'est ainsi que l'on passe de la phénoménologie à l'herméneutique. Ricoeur, dans cette lignée, associera sa pensée à la métaphore de la greffe de l'herméneutique sur la phénoménologie. L'herméneutique relève de l'art de l'explication et de l'interprétation des textes dans l'esprit de Hans-Georg Gadamer, 1900-2002, et de Hans Blumenberg, 1920-1996. Ricoeur élèvera la phénoménologie herméneutique au rang de méthode en montrant à partir de la psychanalyse, puis sur le thème de la métaphore et du récit, combien cette approche peut renouveler profondément les questions de sens. Il recorra également à l'herméneutique lors de ses études consacrées à l'exégèse biblique. Dans ses écrits philosophiques un peu plus tardifs, ce qui intéresse et préoccupe Ricoeur, notamment dans Soi-même comme un autre, c'est le rôle du récit, en restant donc toujours dans le cadre de l'herméneutique, dans la constitution de la subjectivité et donc de l'identité. Une identité envisagée dans sa dimension dynamique et proprement éthique. C'est celle de l'homme capable de parler, d'agir, de se raconter, de se tenir pour responsable. Établir l'identité d'un être consiste de lors à découvrir ce par quoi il demeure semblable à lui-même à travers le temps, facteur pourtant de dissemblance. La narration peut donner du sens à ce qui m'arrive. Claire Marin résume parfaitement l'enjeu de la narration dans le cadre de l'expérience de maladies graves. Soigner, c'est donner un sens et par là restaurer une continuité brisée, celle de son existence, ainsi que le lien avec les autres, avec le monde. Il faut noter que grâce aux travaux de Paul Ricoeur, cette valorisation de la narration a été investie largement en éthique médicale et soignante. À cet égard, la méthode qui constitue la phénoménologie herméneutique ricoeurienne a été reprise de manière plus ou moins explicite dans de nombreuses recherches qualitatives récentes en soins, en étudiant notamment le phénomène subjectif tel que la souffrance, la qualité de vie, les handicaps, le grand âge, la pensée de Ricoeur en la matière peut être particulièrement féconde. Conclusion, pour une pensée ouverte sur les sciences humaines. Personnellement, même si je ne suis pas certain que la philosophie soit une science humaine, il n'en demeure pas moins qu'elle a toute sa place, à l'instar de l'anthropologie, la sociologie et l'histoire dans la réflexion clinique. Plus largement dans le débat sur la constitution d'une éventuelle discipline, mais aussi sur la question de l'universitarisation des études et des spécialisations cliniques. Je suis persuadé que les sciences humaines ont vocation à constituer le cœur du corpus de connaissances de ce qu'on appelle les sciences médicales. En effet, entre une approche scientiste, je pense ici, qui va à l'encontre du caractère singulier de la rencontre soignante de théories médicales d'origine anglo-saxonne. Parfois, il faut bien le connaître quelque peu, faisant appel à des interprétations philosophiques pas toujours bien maîtrisées. Il me semble que les sciences dites humaines constituent un socle beaucoup plus prometteur pour fonder une pensée soignante, sérieuse et ouverte sur le monde.
Et comme il faut conclure, méditons donc la phrase d'Aristote qui représente le philosophe par excellence dans une formule lumineuse. Il rappellerait simplement la philosophie ne mérite pas une seconde de peine si elle ne nous aidait pas à mieux vivre. Euh, Maintenant, réponse l'éthique avec pour le cœur. Vivre une bonne vie avec pour autrui dans des institutions justes. C'est par cette formule quelque peu lapidaire que Ricoeur présentait souvent sa petite éthique en partant de l'analyse d'un article intitulé L'éthique et morale, lecture 1, ce 1990. On rend compte pas dans cet ouvrage de la spécificité de trois moments différents et pourtant intimement liés. Il apparaît ainsi que le premier moment est celui du souci et de l'estime de soi. Le deuxième, celui de la sollicitude vis-à-vis d'autrui, et le dernier, celui de la justice pour les autres, qui rend possible de vivre ensemble. Reprenant ces trois moments, l'auteur montre comment au cœur on arrive à distinguer une éthique première relevant du désir de mener une vie accomplie sous le signe des actions estimées bonnes, d'une morale déontologique instituant de normes qui visaient à créer un sentiment d'obligation. Cette distinction, loin de n'être que théorique, permet à Ricoeur de proposer dans un dernier temps une véritable sagesse pratique pour l'homme agissant dans notre monde. Ricoeur apparaît ainsi dans cet ouvrage comme un homme de dialogue, d'ouverture qui cherche à confronter sa pensée non seulement aux grands auteurs de la tradition philosophique, essentiellement ici aristotélien, mais aussi de penseurs plus actuels qui ont été ses contemporains comme Levinas, Arendt, Rawls, Taylor et Walzer. C'est dans ce dialogue incessant que Ricoeur a donc pu élaborer une conception originale de l'éthique particulièrement féconde, notamment pour les soignants de formation. L'auteur de ce livre propose ici au fil de mettre la petite éthique de Ricoeur à l'épreuve des enjeux actuels du soin et de la bioéthique en commentant quelques extraits significatifs. L'ambition de cet ouvrage est non seulement de rendre accessible au plus grand nombre de la pensée de Paul Ricoeur, mais aussi de montrer qu'il existe un véritable usage pratique et même opérationnel de l'éthique ricoeurienne dans le champ de la médecine et du soin. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.